Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur l'ambassadeur Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire du roi des Belges. Je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui, jeudi 8 avril, euh, pour ce webinaire de l'Institut Egmont, dont je suis le directeur général. Et ce webinaire est consacré aujourd'hui à la présentation du dernier ouvrage de l'ambassadeur Raoul Delcorde, ouvrage qui s'appelle La diplomatie d'hier à demain, qui est publié par Mardaga et qui a été préfacé par quelqu'un que vous connaissez tous, enfin je suppose, qui est Herman Van Rompuy, l'ancien Premier ministre belge et l'ancien président du Conseil européen. Alors, pour moi, le plaisir d'accueillir Raoul Delcorde aujourd'hui à l'Institut Egmont, même si c'est un Institut Egmont virtuel, eh bien, ce plaisir, il est double. D'abord parce que présenter un livre tel que celui que Raoul vient d'écrire, ça rentre parfaitement dans les objectifs que l'Institut Egmont s'est fixé. En effet, ce livre permet, c'est tout au moins, je crois, le but poursuivi de démystifier le métier de diplomate. Et il se fait que j'ai vu la liste des personnes inscrites pour ce webinaire d'aujourd'hui et je sais qu'il y a de nombreux aspirants diplomates parmi eux, ainsi que de nombreux jeunes collègues. Donc, ce sera normalement une session fort intéressante pour eux aujourd'hui en particulier. Alors, comme je le disais, le plaisir est double. La deuxième raison, c'est évidemment limite que mon seul regret, c'est qu'il soit parti à la retraite. Euh, alors évidemment, il faut le dire vite, parti à la retraite, c'est un fameux raccourci parce que vous vous doutez bien que l'ambassadeur Delcorde reste, en dépit de cette retraite, extrêmement actif. Évidemment, aujourd'hui, nous en avons une belle preuve avec la publication de ce livre, mais il y a également ces nombreuses activités dans le monde académique. Euh, Comme beaucoup d'entre vous probablement le savent, il travaille à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, et il est également très actif au sein de diverses universités canadiennes. Et ce qui ne gâte rien, il reste toujours disponible dans le cadre du stage des agents de la carrière extérieure belge, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le stage. Alors vous me direz, ce sont là, comme c'est bizarre, des activités qu'on s'attend vraiment à voir exercées par un membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie des sciences d'outre-mer. Raoul Delcorde a été ambassadeur du roi des Belges en Suède, en Pologne, au Canada, et il a également été directeur Moyen-Orient au ministère belge des Affaires étrangères. Et tout ça pendant une carrière de plus de 35 ans. Avec une telle expérience, une expérience aussi riche, aussi longue, on aurait pu s'attendre à ce qu'il écrive ses mémoires, puisque c'est un exercice auquel se prêtent très souvent les ambassadeurs honoraires. Mais malheureusement, il faut quand même être honnête, euh, l'intérêt de telles mémoires est parfois limité tant les diplomates restent liés par la réserve qu'on leur a demandé d'observer pendant toute leur carrière. Et le résultat est souvent que ces mémoires sont des ouvrages plaisants, mais parsemés d'anecdotes sans grand intérêt, ou pire, des ouvrages qui tiennent plus du plaidoyer pro domo que de l'ouvrage à portée scientifique. Alors, Dieu merci, l'ambassadeur Raoul Delcorde nous a épargné cela. Euh, Avec la diplomatie d'hier à demain, il est parvenu vraiment à nous livrer un opus fort éclairant. Et là, je voudrais citer en fait un court passage de Herman Van Rompuy dans la préface de l'ouvrage. Dans ce livre, Raoul décrit le rôle de la diplomatie
et des diplomates à travers les siècles et les continents. Et c'est bien dit, c'est vraiment ce qu'on retrouve, entre autres, dans ce parce qu'il y a bien plus. Alors, bien entendu, Raoul, voire même ses préférences dans ce livre, de nombreux passages, et c'est assez logique, font référence à la Belgique, mais également à la France, puisque c'est là qu'il a jadis étudié au lycée Louis-le-Grand et puis à la Sorbonne. Cela dit, il tient vraiment à ce que son propos reste général et mondial et de nature à intéresser tout lecteur attiré par les relations internationales en général et quels que soient les propres centres d'intérêt ou le pays du lecteur en question. Alors, on sent aussi chez Raoul Delcorte dans ce livre la volonté d'aller immédiatement au cœur du sujet. La langue est précise, le propos, Dieu merci, n'est illustré d'exemples que lorsque c'est vraiment nécessaire, et la preuve. À lire de temps en temps un auteur qui n'a pas oublié les préceptes de l'art poétique de Boileau. Tout est dit et tout est bien dit. C'est vraiment ce que nous retrouvons ici dans le dernier opus de Raoul. Alors maintenant, j'ai parlé beaucoup déjà, et je pense qu'il est temps de passer au vif du sujet. Alors, l'ambassadeur Raoul Delcorte et moi, nous sommes mis d'accord avant ce webinaire pour le diviser en deux. Dans un premier temps, je vais lui poser des questions, évidemment, vous vous en doutez, toutes inspirées par son livre. Et ensuite, ceux d'entre vous qui voudraient encore des éclaircissements sur tel ou tel point pourront poser des questions. Alors, pour poser les questions, je vous demande d'utiliser seulement et uniquement la fonction Q&A qui se trouve dans la barre des options de Zoom qui normalement se situe en haut de votre écran. Donc les questions doivent être écrites. De préférence, donnez-nous votre nom. Ce n'est pas obligatoire, mais donnez-nous votre nom. Et donc en deuxième partie du webinaire, nous essaierons de répondre aux questions ou tout au moins à une partie de ces questions. Voilà. Je crois que je me tourne maintenant vers Raoul. Raoul, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes prêt à répondre au feu de mes questions? Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci, Hugues. Voilà. Je le disais il y a un instant, donc j'ai préparé des questions sur base vraiment du livre, axé sur le livre. Et je dois dire que j'ai été bien aidé par le fait que votre livre est systématique. Donc, ma foi, c'était je dirais, un plaisir pour moi euh, et une facilité certaine pour moi de trouver ces questions. Alors, la première, c'est un peu une question bateau, mais enfin, les questions bateau ont parfois leur intérêt. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Et en l'écrivant, à quel public pensiez-vous? Merci beaucoup pour cette introduction, tout d'abord. Je voudrais vous dire d'emblée que le métier de diplomate et la diplomatie sont au fond mal connus et pâtissent d'un certain nombre de clichés qui vont du cynisme de Talleyrand jusqu'à la diplomatie de la tasse de thé. Et alors que d'autres métiers, celui de magistrat, par exemple, celui de professeur d'université ou celui de gouverneur de province, de préfet en France, sont connus, le nôtre, au fond, nécessite des clarifications et c'est en fait en grande partie l'objectif de ce livre. Parce qu'on a trop vite dit que le téléphone a en quelque sorte rendu la diplomatie obsolète, que les ministres se contactent à tout moment et que le rôle d'intermédiaire du diplomate est donc révolu. Rien n'est plus faux. Le métier de diplomate est un métier qui requiert
une formation, c'est une profession, et que ce soit la négociation d'une résolution du Conseil de sécurité à l'ONU pour éviter une grave crise, ou que ce soit le travail préparatoire du Conseil européen à Bruxelles, les diplomates sont présents avec leur savoir-faire et bien évidemment, ils apportent à la négociation politique, diplomatique, mais aussi économique. La diplomatie, j'en parlerai tout à l'heure, se déploie dans beaucoup d'horizons. Ils apportent véritablement une plus-value. Donc, il fallait le dire, je crois, et il fallait le démontrer. Mais je ne vous cache pas que ce livre s'adresse bien sûr aussi aux potentiels diplomates, ceux qui ambitionnent d'entrer dans cette carrière, tout comme il s'adresse à un public plus large qui est avide de mieux comprendre de quoi la diplomatie est faite. Merci beaucoup pour cette première réponse. Alors, allons un peu plus en avant. Je l'ai déjà évoqué, vous brossez en fait un petit peu l'histoire de la diplomatie des diplomates dans les premiers chapitres de la diplomatie d'hier à demain. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, avec la multiplication des sommets, bon, à Bruxelles, ici, on est servi, si vous me permettez l'expression, avec la multiplication des sommets internationaux, des autres événements diplomatiques dont les médias parlent quotidiennement d'ailleurs, pour avoir l'impression que la diplomatie que nous connaissons, elle a toujours été présente, elle a toujours recouru aux mêmes méthodes. Et en fait, dans votre livre, c'est mon impression, vous montrez à quel point la situation actuelle est en fait le fruit d'une très lente évolution. Et je dirais même sur certains aspects, parfois une évolution assez tardive. Mais pourriez-vous nous brosser ici cette évolution? Autrement dit, bon, je vais faire un raccourci, mais nous expliquer comment on est passé du prince itinérant qui était envoyé en ambassade ponctuelle dans une cité italienne, par exemple, au XIVe ou XVe siècle, et puis comment on est passé au diplomate de métier. Et ce diplomate issu d'une sélection rigoureuse et qui est détaché, lui pas dans une ambassade ponctuelle, mais dans une chancellerie fixe. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette évolution au fil des âges? Oui, bien sûr. Vous avez utilisé le terme itinérant. Longtemps, les ambassades furent itinérantes. L'ambassadeur, c'est au départ, et c'est toujours, un envoyé, un émissaire. Et dès la fin du Moyen Âge, les cités qui commercent entre elles, que ce soit dans le pourtour de la Baltique, dans ce qu'on appelle la Ligue hanséatique, ou dans le pourtour de la Méditerranée, avec Venise notamment, mais aussi Constantinople, éprouvent le besoin de s'échanger des envoyés porteurs de messages, et ces messages constituent véritablement la raison d'être de ces personnages. Puisqu'il est l'envoyé du prince, le diplomate doit être de noble extraction. Il doit être protégé dans l'exercice de ses fonctions. Déjà à l'époque, donc à la fin du Moyen Âge, on attribue des immunités aux diplomates. Il y a un cérémonial qui préside à l'entrée en fonction. On a vu dans le slide précédent une délégation d'Haroun el-Rachid chez Charlemagne. Il y a donc déjà un cérémonial qui existe toujours aujourd'hui dans la présentation des lettres de créance. Ce n'est pas n'importe quel envoyé que le diplomate ou l'ambassadeur. Il est porteur véritablement d'un message de son souverain. Et il dispose déjà à l'époque d'un laissez-passer, l'ancêtre de notre passeport diplomatique. Pour négocier, l'ambassadeur doit être évidemment doté des pleins pouvoirs. Il doit donc être plénipotentiaire. Et
Encore aujourd'hui, c'est le terme que l'on utilise pour les ambassadeurs. Ils sont tous plénipotentiaires parce qu'ils engagent en quelque sorte l'État et le chef d'État qu'ils représentent. Ces ambassadeurs du Moyen Âge ou de la Renaissance sont versés dans le droit. Ça n'a pas beaucoup changé. Beaucoup de diplomates encore aujourd'hui sont des juristes de formation. Versés dans le droit et d'excellents orateurs. Ils doivent convaincre. C'est ça le but. Convaincre de mettre fin à un conflit entre deux maisons royales, de sonder les intentions du prince étranger, de préparer un futur mariage entre les héritiers des deux maisons princières. Ils doivent proposer une entente commerciale. Tout ça, au fond, n'a pas beaucoup changé, sauf peut-être les mariages princiers. Mais ces ambassadeurs suscitent aussi de la méfiance, d'emblée. On se dit, ces gens, ils ont peut-être des intentions malignes, ils viennent recueillir de l'information, espionner. Alors, ce métier itinérant va tout doucement se stabiliser. À partir du 15e, 16e siècle, les souverains européens, et je ne parle ici que de la diplomatie européenne, je connais moins bien les autres continents, va se doter d'un embryon de réseau diplomatique, et il revient d'ailleurs à François Ier, semble-t-il, d'avoir constitué, par exemple, le premier réseau diplomatique français avec un ambassadeur permanent à Rome, à Madrid, à Londres, mais aussi à Constantinople. Donc, qui dit réseau dit ambassade. Jusqu'à présent, on a simplement un envoyé qui arrive et qui repart. Un ambassadeur part donc, pas tout seul, avec tout un équipage. Et il va s'installer dans un pays étranger. Il doit d'emblée aussi mener un certain train de vie. Aujourd'hui, on appellerait ça les devoirs de représentation. Ça n'a pas tellement changé. La seule différence, bien sûr, c'est qu'à l'époque, le train de vie était sur les deniers de l'ambassadeur et aujourd'hui, Dieu merci, cela s'est démocratisé. C'est donc quasi toujours un personnage fortuné, mais ce n'est pas le seul critère pour le nommer. Et vous avez ici sous vos yeux cette magnifique représentation des ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune, que je voudrais décrire un peu plus en détail parce qu'elle me paraît représentative. Vous avez à votre gauche Jean de Dinteville, ambassadeur de France en Angleterre en 1533 et commanditaire du tableau. Et à ses côtés se trouve son ami Georges de Selve, qui a été ambassadeur à Venise, au Saint-Siège et auprès de l'empereur romain germanique. Ils sont richement habillés. Les deux hommes sont entourés d'objets se rapportant aux arts dits libéraux. On voit aussi une sphère céleste, des objets de mesure du temps. Et cette œuvre se veut une célébration de la gloire de jeunes Français fortunés, érudits et influents qui, malgré leur jeune âge, sont parvenus à une très haute fonction. Et à leurs pieds, je ne sais pas si vous le distinguez clairement, mais à leurs pieds, comme pour leur rappeler que tout est vanité, il y a un crâne, une sorte de point d'orgue moral à cet étalage de puissance. Eh bien, Jean de Dinteville incarne littéralement l'ambassadeur de la Renaissance. C'est un homme à belle prestance. Il est habillé richement. Il est doté d'une vaste culture. Et bien sûr, il maîtrise le latin, qui est la langue diplomatique de l'époque. Donc, on voit d'emblée que l'ambassadeur, ce n'est pas seulement un homme fortuné, c'est un homme cultivé, c'est un érudit, il connaît les langues et il a le souci de représenter le mieux possible, de faire impression, dirions-nous, représenter le mieux possible son État auprès d'un État étranger. C'est à cette époque que déjà on met en place ce qu'on appelle le protocole. Vous savez combien le protocole est quelque chose de délicat. Donc, qui dit ambassade dit évidemment aussi donner des instructions aux ambassades. Nous appelons ça aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est pas une invention si récente. Déjà au XVe siècle,
le roi de France dispose de secrétaires d'État, parce qu'enfin, il ne s'agit pas de dépêcher des émissaires dans telle ou telle capitale, il faut leur donner des instructions et il faut lire les messages qu'ils renvoient vers la capitale. C'est quelque chose que nous faisons quotidiennement, nous autres, aujourd'hui, dans nos métiers. Donc, on a en embryon déjà tout ce qui constitue, au fond, le système diplomatique contemporain. Et, vous disais-je tout à l'heure, il y a pourtant autour de ce métier comme une forme de méfiance. C'est La Bruyère, le fameux auteur français, qui, dans ses caractères, compare le diplomate à un caméléon. Et cette image, on l'entend encore de temps à autre. C'est le grand philosophe Emmanuel Kant lui-même, n'est-ce pas, qui dira que les diplomates, il ne dit pas les diplomates, le terme est en fait assez récent, mais les ambassadeurs sont les perfides représentants des puissants de la terre. Et, chose intéressante, déjà à cette époque se met en place une diplomatie parallèle, j'y reviendrai plus loin dans mon exposé, qu'on appelle le secret du roi. C'est-à-dire que le roi se dit, oui, bon, c'est très bien, j'envoie mes diplomates, mais il est peut-être intéressant d'avoir en parallèle un réseau d'informateurs qui a accès directement à moi. Donc voilà, mais le maître des stages sera sensible au fait que déjà au XVIIIe siècle, on se dit qu'il faut former les diplomates. Enfin, ils n'ont pas la science infuse quand même. Alors, on en est encore aux linéaments, aux premières esquisses d'une formation, mais je tenais quand même à le souligner pour informer ceux que ça intéresserait, que déjà à la moitié du XVIIIe siècle, à l'université de Strasbourg, on donne une série de cours sur l'histoire diplomatique et, dit-on, Metternich et même Bonaparte auraient suivi ces cours-là. Bon, mais la majorité des ambassadeurs au XVIIIe siècle sont d'abord des militaires qui sont tous aristocrates. Je vous dirais très sincèrement que ce n'est pas un choix très heureux. J'ai le plus grand respect pour les militaires, mais ils ne sont pas a priori familiarisés avec l'art de la négociation, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle on va progressivement demander à ces diplomates de faire preuve d'une certaine compétence. Et donc, l'idée que la diplomatie est un métier. Toutefois, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, je dois le souligner, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la diplomatie est une fonction, non une institution. Il s'agit d'une charge qui est confiée par le roi ou le pape, parce qu'il y a les légats du pape. D'ailleurs, entre parenthèses, le Vatican a pensé assez tôt à la formation de ces légats, puisque l'Académie pontificale, l'Académie diplomatique pontificale, qui existe toujours aujourd'hui, a été créée en 1701. Donc, je vous disais, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est une fonction, non une institution. Et tous ces ambassadeurs sont accompagnés d'un personnel important qu'ils rétribuent sur leur propre denier. Bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ce métier va s'institutionnaliser. Le tournant, c'est peut-être la Révolution française, au fait. D'ailleurs, j'ai découvert assez récemment que le terme même de diplomate est assez récent. Il daterait, semble-t-il, ou diplomatie de 1792. Il est alors le diplomate, porteur les diplomas, les documents qui, en quelque sorte, valident sa fonction. Et c'est évidemment d'abord un négociateur. Le dictionnaire de l'Académie française, vous me permettrez de le citer, en 1798, définit la diplomatie comme la science des intérêts de puissance à puissance. C'est simple, c'est limpide, la science des intérêts de puissance à puissance. Bien. Mais c'est à Talleyrand qu'il faut attribuer l'idée d'instituer véritablement la carrière diplomatique, c'est-à-dire un recrutement fondé sur les capacités, comme on disait à l'époque, les capacités, c'est-à-dire la vertu et le talent.
Il n'y a pas encore à l'époque d'organisation systématique de la carrière, ça prendra du temps. Mais malgré tout, on commence à instituer une hiérarchie, on établit un mode de fonctionnement au sein des ambassades et on crée le corps diplomatique, le fameux corps diplomatique, ce qui n'est pas sans importance parce que les diplomates doivent donc avoir la nationalité de l'État qu'ils représentent. Figurez-vous que ce n'était pas si évident parce qu'au XIXe siècle encore, en Russie par exemple, il y avait des diplomates qui n'étaient pas russes et c'était la même chose dans l'Empire austro-hongrois. Et donc, progressivement, ce recrutement des chefs de mission va s'établir, même si il y a des études très savantes qui ont été faites à ce sujet pour vous expliquer que la très grande majorité des diplomates français au XIXe siècle étaient d'extraction aristocratique, donc ça reste quand même encore socialement très marqué. Et parce que, comme disaient les Prussiens, il faut que les diplomates soient salonfähig, c'est-à-dire qu'ils fréquentent la bonne société. Ce n'est pas sans intérêt, car évidemment, les décideurs politiques dans tous ces principautés et royaumes, ce sont aussi des aristocrates, et donc il est plus facile lorsqu'on est soi-même issu de l'aristocratie d'avoir accès à ces gens-là. Bien. Je crois que le grand tournant en France et aussi en Belgique, progressivement, c'est la fin du 19e siècle. À ce moment-là, véritablement, on démocratise ce métier. C'est marqué aussi par le déclin, tout simplement sociologique, de la classe aristocratique, l'avènement de la bourgeoisie urbaine, l'instauration d'un processus de sélection qui va surtout s'imposer à partir du XXe siècle, avec des recrutements spécifiques et une série de critères que l'on va imposer pour recruter les diplomates. Mais donc, il aura fallu quand même près de 4 siècles pour professionnaliser ce métier. Et vous savez que dans certains pays, je pense notamment aux États-Unis, on a réservé un certain nombre de postes d'ambassadeurs à des non-diplomates, estimant que le président, en l'occurrence le président américain, devait avoir la liberté de nommer des contributeurs à la campagne présidentielle à des postes diplomatiques importants. Je pourrais, si on le souhaite, en reparler plus tard. Voilà, en quelques mots, comment ce métier a évolué et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est effectivement, comme on le voit, une évolution assez lente et à chaque époque, il y a eu effectivement des nouveautés dont, en fait, nous pouvons encore profiter aujourd'hui, que nous remarquons encore aujourd'hui dans les diplomates et les diplomaties d'aujourd'hui. Mais alors, au cours de la réponse à la question précédente, vous avez, vous avez quand même plusieurs fois évoqué les qualités qui sont requises d'un diplomate, quelle que soit, je dirais, sa nationalité. Et on peut subodorer d'ailleurs que ces qualités, elles resteront attendues des diplomates pendant longtemps, longtemps encore. Encore une fois, au cours de votre réponse précédente, vous avez cité euh, quelques noms illustres de diplomates qui sont rentrés dans l'histoire. Bon, Talleyrand, on ne doit pas faire, je dirais, de, de, de grandes présentations du personnage. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans votre livre, c'est que ces qualités du diplomate, vous les avez là pour le coup illustrées et illustrées à l'aune de diplomates auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, je dirais, nous, Européens, très, très centrés d'ailleurs sur l'Union européenne. Et donc, je voudrais vous demander pourquoi vous avez choisi ces 3 diplomates de pays non européens, euh, non européens, je précise, non Union européenne, et
quelles sont les caractéristiques que vous avez trouvées chez eux tellement intéressantes que vous avez décidé de les mettre un peu à l'honneur dans votre livre? Oui, merci. J'ai choisi, et je vais vous en parler brièvement, trois diplomates qui ont marqué d'une manière ou d'une autre le métier, et pourtant venant d'horizons très différents. J'ai d'abord pensé à un éminent diplomate et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Shahzada Yaqub Khan, parce que son parcours est tout à fait extraordinaire. Il est né dans une famille princière musulmane en Inde, puis en 1947, après avoir embrassé la carrière militaire, il décide au moment de la création du Pakistan de rejoindre ce pays et il va d'abord y faire une carrière militaire jusqu'au plus haut niveau, mais ensuite, et ça valait la peine d'être mentionné, dans un second temps, être sans doute le plus brillant diplomate de sa génération dans, dans tout le continent indien. Yaqub Khan, c'était quelqu'un d'une extraordinaire versatilité, d'une flexibilité intellectuelle qui a ce mérite, voyez-vous, quand on est issu d'un petit pays, d'une petite puissance, récente, puisque le Pakistan est né en 1947, le défi est d'autant plus fort de pouvoir faire entendre la voix de son pays. Et nous savons, nous autres Belges, ce que cela implique. Comment donc un ambassadeur pakistanais devient un des plus éminents diplomates en poste à Washington, au point que William Safire, un grand chroniqueur du New York Times, intitule un grand article à son sujet « The Skillful Envoy ». Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs qui ont eu droit à un tel titre. C'est le même ambassadeur qui est reconnu comme étant un des plus éminents négociateurs au moment du rapprochement entre l'Inde et le Pakistan, et l'on sait combien les relations sont difficiles entre ces deux pays. C'est lui qui sera impliqué dans le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Cet homme qui sera, et ce n'est pas habituel, tout à la fois ministre des Affaires étrangères, mais aussi ambassadeur de son pays dans des très grands postes, polyglotte, homme d'une suprême élégance que j'ai eu le bonheur de rencontrer, me paraissait être un bon exemple, justement, de ce qu'un diplomate d'un pays relativement peu connu, comme le Pakistan, peut atteindre en termes de rayonnement par tout simplement ses qualités professionnelles, la connaissance des langues, sa subtilité intellectuelle, et le fait aussi qu'il avait un sens des relations humaines tout à fait remarquable. Donc c'était le premier exemple que je voulais citer. Le second exemple qui me paraissait intéressant est celui d'Anatoly Dobrynin, ambassadeur de Russie, pardon, du RSS à l'époque, puis de Russie à Washington à 42 ans. Avouez que ce n'est pas mal d'être si jeune ambassadeur dans un poste comme celui-là, et qui va le rester 24 ans. Alors Dobrynin, c'est la grande école russe de la diplomatie. Je suis personnellement impressionné par la qualité professionnelle des diplomates russes. Et c'est un homme qui va véritablement compter dans l'histoire des relations internationales parce qu'il sera vraiment au cœur de la crise des missiles de Cuba. Sans Dobrynin, je ne sais pas ce qui aurait pu survenir. C'est lui qui va négocier tout à la fois le retrait, la décision de Moscou de retirer ses missiles et évitera d'une certaine manière le basculement dans ce qui pouvait être un troisième conflit mondial. Et il va devenir, pour ses interlocuteurs américains, et il en aura beaucoup tout au long de ces 20 années, un homme de confiance. Et voyez-vous, c'est une autre qualité que je voulais épingler, c'est cette capacité qu'ont certains diplomates de véritablement créer une relation de confiance, alors qu'ils proviennent parfois d'un État qui est tout à fait à l'opposé idéologiquement de l'État auprès duquel ils sont accrédités. On dit que Dobrynin rencontrait Kissinger une fois par semaine.
en utilisant une porte dérobée de la Maison-Blanche. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, un homme qui avait manifestement construit une relation de confiance et qui était doté d'un autre genre remarquable. Le troisième diplomate auquel je souhaitais consacrer un portrait, c'est un diplomate qui est assez étonnamment qualifié par un journaliste comme étant un croisement entre James Bond et Bobby Kennedy. C'est Sergio Vieira de Mello. Alors lui, voyez-vous, c'est le diplomate onusien par excellence, celui qui va au-devant du danger. La diplomatie, c'est cela aussi. Ce n'est pas simplement la négociation dans des salons feutrés. La diplomatie, c'est ce qu'a accompli Sergio Vieira de Mello, qui n'a pas hésité devant les champs de mine, comme il disait lui-même, n'est-ce pas? Il a d'abord commencé au Bangladesh, durant la guerre d'indépendance. Il a été à Chypre au moment de l'occupation turque de l'île. Il a négocié le retour des réfugiés cambodgiens. Il a donc négocié avec les Khmers rouges. Il fallait quand même une certaine force pour cela. Le même Serra de Mello a été le haut représentant de l'ONU au Kosovo, à une époque où ce pays était encore une province de la Serbie, où les relations étaient très difficiles. Et puis, il a été, comme on dit, le proconsul au Timor oriental, pour ceux qui voient à peu près, une guerre opposée, une guerre violente, sanglante, l'Indonésie au Timor oriental. Il fallait organiser l'indépendance du Timor oriental. Il l'a obtenu à force de courage et de talent de négociateur. Et puis, il a fini tragiquement. Il était nommé haut représentant, haut commissaire aux droits de l'homme. Kofi Annan l'envoie à Bagdad brièvement et malheureusement, il perd la vie dans un attentat suicide dans les bureaux de l'ONU à Bagdad. Il meurt de façon chevaleresque, mais c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Et je voudrais citer ici l'ancien ministre des Affaires étrangères australien qui disait « Sergio Vieira de Mello, à bien des égards, c'est le diplomate des diplomates ». Alors, je ne peux pas m'empêcher, pour celles et ceux que ça intéresserait, de vous inviter à voir son biopic qui a été présenté sur Netflix il n'y a pas très longtemps sous le titre Sergio, avec un côté un peu romanesque, comme je le disais, ou romantique même. Voilà, 3 personnalités différentes, mais qui ont marqué par leur personnalité, justement, leur sens des relations, leur amour du défi, le métier qu'ils incarnent. Merci beaucoup. En vous entendant, on comprend mieux pourquoi vous les aviez choisis, ces 3 collègues-là qui, en fait, chacun de leur manière, ont pu démontrer qu'on pouvait effectivement servir son pays ou, dans le cas de Vieira de Mello, son organisation internationale, tout en pouvant exprimer tout son caractère personnel et utiliser vraiment toutes ces je dirais toutes ces qualités. Ce sont effectivement trois exemples. Alors, en parlant de qualité, il y en a une qu'on ne reconnaît pas toujours aux diplomates, c'est celle de bien parler. Souvent, on trouve, évidemment, je noircis le trait, mais on trouve que ces gens-là s'expriment bizarrement quand même. Le langage des diplomates, le langage de la diplomatie, vous en aviez, si je me rappelle bien, déjà parlé en 2014 ou 2015 dans un de vos livres précédents qui s'appelait les mots de la diplomatie, je crois. Mais là, dans le dernier opus, vous revenez là-dessus très brièvement. Mais est-ce que vous pourriez quand même nous expliquer pourquoi on peut considérer que ce langage, tout compte fait, ben, il n'est pas si bizarre que cela et que je dirais même au contraire, il a une grande utilité. Oui, vous savez, la diplomatie est communication. Et Dominique de Villepin écrit à ce propos que le langage diplomatique est un langage performatif, c'est-à-dire que les mots se traduisent souvent en actes. Les diplomates portent la parole
de leurs autorités, notamment dans le cadre des démarches qu'ils effectuent pour appeler l'État où ils sont accrédités à adopter telle ou telle position qui est défendue par leur État d'envoi. Par exemple, ils vont aller demander un soutien auprès des autorités locales pour un siège dans une organisation internationale, pour un texte en négociation à l'ONU ou à l'Union européenne. Mais la parole du diplomate n'est pas seulement une parole quémandeuse. Elle est aussi, elle dépasse le cadre officiel aujourd'hui. Elle s'adresse à de nombreux segments de la société civile. Le diplomate, s'il se contente de parler aux autorités officielles, rate un peu la cible, à mon avis. Il doit aussi faire connaître son pays. Il doit, et nous l'apprenons, se familiariser avec les réseaux sociaux. Bref, la communication est destinée à soutenir ou à modifier une perception dans un sens favorable au pays représenté. Quand la perception est brouillée, par exemple, si des attentats ont été commis dans le pays d'envoi, le diplomate doit alors tenter de projeter une image rassurante et de contrer les fake news. Donc, c'est un mode de communication qui a évolué à travers le temps. Et le grand basculement, bien sûr, dans la communication diplomatique, c'est l'Internet. Je fais partie de cette génération de diplomates qui ont commencé leur carrière avant l'Internet. Et bien sûr, on ne pouvait pas exiger de nous à ce moment-là de réagir en temps réel. Les choses étaient différentes. Nous étions encore habitués à la transmission par télégramme codé ou par valise diplomatique. Aujourd'hui, on est dans une toute autre sphère. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que l'usage de la parole, ou du stylo, ou du clavier, peut être plus percutant que les épées lorsque des mots sont trouvés pour aplanir les divergences entre des parties dans un différend. Les mots peuvent transcender les oppositions, créer des compromis. Alors, les diplomates utilisent, c'est vrai, un langage qui est un peu particulier et qui est fait parfois de ce qu'on appellerait en anglais l'understatement, de phrases obliques, de sous-entendus. Ce langage, tous les diplomates dans le monde entier le connaissent. Et donc, c'est vis-à-vis de l'extérieur qu'il peut paraître un peu secret ou difficile. Ce langage, il existe jusqu'au moment où l'on bascule véritablement dans la guerre, parce qu'à partir de ce moment-là, évidemment, la communication s'arrête. Le fait qu'un langage diplomatique, au sens sociologique véritablement, des conventions et des codes partagés, ait été construit pour en quelque sorte modifier, aplanir, adoucir le discours politique officiel, est tout à fait intéressant. Un chef d'État peut faire une déclaration qui, a priori, peut heurter. Le diplomate est là pour la faire passer de façon plus subtile, plus allusive peut-être. Et c'est en cela que la diplomatie véritablement est un art de la communication. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, on a parlé des qualités du diplomate, on a parlé du bagage qu'on attend d'eux, du langage qu'on s'attend à les voir manier, mais il faut quand même se rappeler que les trois tâches fondamentales auxquelles vous avez fait d'ailleurs allusion ici ou là euh, déjà dans ce webinaire, les trois tâches fondamentales restent quand même représenter, informer, négocier. Et est-ce que vous pourriez brièvement, si je me permets d'ailleurs de glisser cet adverbe ici, brièvement nous parler de ces tâches euh, et nous dire comment, selon vous, elles doivent être évidemment menées à bien par les diplomates, mais en les adaptant au monde actuel, parce que là encore, vous y avez déjà fait allusion, le monde actuel, c'est
c'est l'abondance et l'ubiquité de l'information, une information qui d'ailleurs n'est pas toujours une information, mais plutôt une désinformation. Euh, Comment, dans les circonstances actuelles, un diplomate peut-il continuer à valablement représenter, informer et négocier pour son pays? Merci beaucoup. Oui, il faudrait des heures pour en parler, mais je vais essayer d'être succinct. Et un essayiste avait dit très justement que dans la vie diplomatique, on est souvent ce que l'on représente. Tout est dit, n'est-ce pas? La représentation, je l'ai expliqué dans le bref historique tout à l'heure, fait partie des missions de base de la diplomatie. Alors, il n'y a pas de diplomatie sans représentation. Le diplomate est le plus haut représentant de l'état d'envoi dans l'état d'accueil. Ce n'est pas sans importance parce qu'il se sent en quelque sorte investi véritablement d'un pouvoir particulier. Et il est important que l'on continue d'attacher, d'accorder une certaine solennité à cette fonction de représentation, ne fût-ce que par la remise des lettres de créance, qui est toujours une cérémonie importante, ne fût-ce que par la priorité que l'on accorde à l'ambassadeur lorsqu'il demande à être reçu par les plus hautes autorités du pays. Donc, cette fonction-là, malgré le fameux téléphone, n'est-ce pas, qui est supposé court-circuiter les relations diplomatiques, cette fonction-là, elle est importante, mais elle est indissociable de l'information, bien sûr. C'est-à-dire qu'informer, c'est non pas concurrencer les journalistes, encore que nous, diplomates, nous faisons un métier qui est par certains aspects assez proche de celui de nos amis journalistes, à savoir la récolte de l'information, mais évidemment, chez nous, elle est distillée différemment, elle est destinée à préparer la position que notre ministre, notre Premier ministre adoptera dans telle ou telle négociation internationale, réunion multilatérale. Informer, c'est évidemment disposer d'un vaste réseau diplomatique, et c'est la raison pour laquelle un pays comme la Belgique, au fond, dispose d'un réseau qui paraît, par certains aspects, peut-être particulièrement ambitieux par son déploiement géographique, mais qui répond à ce besoin de pouvoir collecter un maximum d'informations sur le terrain. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je pense que mes collègues pâtissent certainement des restrictions liées à la COVID-19, mais d'une manière générale, la diplomatie, c'est l'interaction, c'est le contact, et c'est à partir de là que l'on va chercher l'information, et non pas évidemment dans les livres. Wikileaks a eu au moins comme mérite de révéler à l'opinion publique que les diplomates n'écrivent pas si mal, qu'ils rapportent des informations qui sont souvent pertinentes, et que d'une certaine manière, ce métier, et ça me permet de le souligner en passant, c'est un métier d'écriture. Les gens parfois ne l'oublient, ce n'est pas de l'oralité seulement. Tous les jours, le diplomate, et c'est en cela que c'est particulièrement intéressant, fait le point sur la situation dans le pays où il se trouve, dans les pays avoisinants, et cette situation, elle est différente tous les jours. Et finalement, la négociation, fait partie aussi de ces qualité cardinale du métier de diplomate, négocier, c'est-à-dire être capable tout à la fois de céder sur certains points, de reprendre sur d'autres. Bref, c'est toute une technique qui n'est pas donnée à tout le monde, mais qui est indispensable, que ce soit sur un accord commercial ou sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut constituer des coalitions, il faut se faire des amis, il faut trouver des appuis. C'est toute véritablement tout un écolage que celui de la négociation qui s'apprend tout au long d'une carrière. Voilà ce que je pourrais dire en bref. Merci beaucoup, Raoul. Maintenant, quittons si vous le voulez bien, un peu les diplomates, disons-le comme ça, pour nous tourner un peu vers la diplomatie, ou plutôt les diplomaties.
Euh, Comme vous le savez, souvent on fait la différence, la distinction entre le bilatéral et le multilatéral. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre dernier livre, c'est que on découvre en fait qu'il y a un très large éventail de diplomatie. Les diplomaties, en fait, sont aussi variées que les pommes. Vous nous parlez de diplomatie économique, vous nous parlez de diplomatie d'influence, de diplomatie multilatérale, oui, diplomatie des sommets, diplomatie de crise, diplomatie secrète, diplomatie parallèle. Alors, beaucoup d'entre elles, évidemment, on se doute bien que la réponse, que leur définition est en fait déjà contenue dans leur appellation. Mais je voudrais quand même m'arrêter ici sur deux types de diplomatie dont vous parlez un petit peu dans votre livre, à savoir la diplomatie secrète et la diplomatie parallèle. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont attiré mon attention plus que les autres? C'est peut-être que manifestement, ces deux types de diplomatie ne sont pas l'apanage exclusif des diplomates. Et donc, est-ce que vous nous pourriez ici, vous pourriez nous donner ici en quelques mots la description de ces deux types de diplomatie? Il y a toutes les autres diplomaties, évidemment, mais là, pour les découvrir, les auditeurs n'auront qu'à lire le livre, je dirais. Oui, très bien. Sur le secret, je suis de ceux qui disent que la diplomatie a besoin d'une part de secret. Oui. La négociation, voyez-vous, elle se conduit en bonne part à l'abri du regard des tiers. Et je voudrais citer ici les négociations ô combien importantes qui sont maintenant, il faut partie de l'histoire, entre les États-Unis et le Vietnam pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Vous pensez bien qu'elle ne pouvait pas avoir lieu au grand jour. Et c'est donc dans le plus grand secret qu'à Paris, Kissinger avait rencontré de 1969 à 1972 son homologue vietnamien. Et effectivement, c'est pendant des années qu'on a su préserver le secret de ces négociations et qu'elles ont abouti au résultat que l'on connaît. Donc, le secret, il est important. De la même manière, les accords d'Oslo, voyez-vous, et ce qui m'amène d'ailleurs à la diplomatie parallèle, j'y reviendrai dans quelques instants, ont été négociés par les Palestiniens et les Israéliens dans le plus grand secret à Oslo. Ou encore, je la prendrai peut-être à nos amis, mais on parle beaucoup du JCPOA, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'une relance de ces accords, mais vous savez qu'au départ, de 2002 à 2008, Iraniens et Américains se rencontraient. Où ça? Ils se rencontraient à Stockholm. Les Nordiques sont très forts pour offrir justement ces médiations et se rencontraient dans le plus grand secret sous les auspices du CIPRI, le fameux think tank, l'Institut de la paix de Stockholm. Et on pourrait imaginer, monsieur le directeur général, que l'Institut Egmont abrite, ou a peut-être abrité, je le sais, des négociations secrètes entre deux parties à un conflit, parce que justement, ce sont ce genre d'enceintes qui offrent à la fois le cadre le plus approprié pour ces négociations. Et ça m'amène évidemment à parler de ce qu'on appelle dans notre jargon la track to diplomacy ou la diplomatie officieuse. C'est cette idée qui ne date pas d'hier, vous savez, elle a commencé durant la guerre froide, au moment des grandes négociations soviéto-américaines sur le désarmement, l'idée qu'on fasse appel à des non-officiels, en quelque sorte, à des gens qui sont proches des milieux officiels, mais qui n'en sont pas eux-mêmes, des académiques, des fonctionnaires retraités, des ambassadeurs retraités, etc., et qui préparent en quelque sorte le terrain. Et effectivement, ça a donné des résultats intéressants. Et puis, il y a même un ancien président américain qui s'est spécialisé en la chose, c'est le président Carter, qui... alors là, on parle évidemment de track one and a half, parce que Carter, c'est quand même un semi-officiel, il reste un président américain retraité, mais il a notamment entre l'Éthiopie et l'Érythrée, organisé ce genre de diplomatie secrète et parallèle qui a donné de beaux résultats. Alors bon,
écoutez, ça n'a d'intérêt que si on débouche sur des résultats qui peuvent ensuite être endossés par la diplomatie officielle. Si on fait de la diplomatie secrète uniquement pour le plaisir du secret, on ne va pas très loin. Alors, la question essentielle dans toute cette histoire, c'est de savoir à quel moment il convient de basculer dans la diplomatie officielle. Bon, entre les négociations dont je venais de vous parler entre Iraniens et Américains dans les années 2000 à Stockholm et la signature du JCPOA en 2015, il s'est passé quand même quelques années. Donc ça prend du temps, la gestation peut être longue. Mais en conclusion, je dirais que la négociation, et c'est vrai aussi pour le commercial, la négociation nécessite de la discrétion. Ça ne veut pas dire que le contrôle démocratique ne doit pas s'exercer dans le champ diplomatique, mais alors on demande au Parlement de préserver la confidentialité des négociations. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, en parlant d'éclaircissements, d'ailleurs, il y en a un autre qui intéressera, je crois, notre auditoire, au moins une partie de nos auditeurs. Ce sont les termes que vous expliquez aussi dans le livre, soft power, diplomatie publique, diplomatie d'influence. En fait, on pourrait croire a priori que ce sont des notions qui se chevauchent, à la limite même qui sont identiques, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Elles ne sont certainement pas identiques. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer un petit peu? Oui, volontiers en quelques mots. Vous savez, ce sont trois notions différentes. La diplomatie publique, c'est aussi un concept qui nous fait retourner vers la guerre froide. C'était l'époque où il y avait encore un rideau de fer et où notamment les médias américains, les médias officiels, Radio Free Europe et autres, diffusaient de l'information pour les auditeurs qui se trouvaient de l'autre côté du rideau de fer. L'idée, ce sont des messages officiels. Il y a dans la notion de diplomatie publique quelque chose qui s'appelle de la propagande, disons-le franchement. C'est souvent d'ordre étatique. Il y a de la diplomatie publique chinoise aussi qui répond à ces critères-là. Le soft power, c'est beaucoup plus subtil. Le soft power, c'est la capacité d'attraction, c'est d'utiliser toute une série de vecteurs, notamment culturels, mais aussi universitaires et autres, pour en quelque sorte créer du goodwill pour le pays que l'on représente. Alors, quand on dispose d'un réseau, par exemple, d'instituts culturels dans le monde, comme la Chine, la France avec l'Alliance française, l'Espagne avec Cervantes, etc., le British Council pour les Britanniques, c'est du soft power, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bien sûr, on y apprend le chinois, l'anglais ou le français, mais on y apprend aussi beaucoup sur la culture de ce pays, sur tous les aspects attirants de ce pays. Et finalement, quand nous, diplomates belges, nous organisons un festival de la bande dessinée et que j'ai écrit naguère un article sur Tintin, modèle de la diplomatie, eh bien quand nous utilisons Tintin, nous faisons du soft power parce qu'évidemment, nous voulons qu'il y ait une espèce dans la mémoire collective des gens, que l'on assimile Tintin à la Belgique et que l'on fasse de tous les Belges, au fond, des représentants ou des cousins de Tintin. Donc c'est ça le soft power. Le cinéma américain et Hollywood, c'est du soft power. La France, je tiens à le préciser, je l'explique dans mon livre, se situe à un très haut niveau dans les classements des diplomaties qui utilisent le soft power. Enfin, la diplomatie d'influence, c'est encore un peu différent. Voyez-vous, c'est l'idée de pouvoir, par les relations que l'on établit dans un pays, avoir accès à un certain nombre de décideurs, et qu'ils soient politiques, économiques et autres, et ainsi faire en sorte que ces décideurs, à un moment spécifique, fassent, si je puis dire les choses familièrement, pencher la balance en faveur de notre pays. Que ce soit un recteur d'université, que ce soit le directeur d'un port, que ce soit le CEO d'une grande banque. C'est ça. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est plus la relation interpersonnelle, mais ça peut aussi être toute une série il y a
un vaste éventail d'instruments dont dispose l'ambassade pour créer ainsi du lien. Et c'est ce qui me fait dire, bien sûr, que la diplomatie, au fond, travaille beaucoup avec l'autre. Et c'est l'autre qu'il faut convaincre. Voilà. Merci beaucoup. Avant de continuer avec mes questions, il m'en reste deux. Je vois qu'elles commencent aussi à s'accumuler du côté des questions-réponses écrites. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous demander de répondre aussi brièvement que possible, tout en évidemment donnant une réponse aussi complète que possible aux questions qui vont maintenant vous être posées, parce que sinon, on va être coincé par le temps. Dans la diplomatie d'hier à demain, il y a trois chapitres consacrés à, en fait, trois types de diplomatie. On se rappelle la fameuse sortie de Staline, enfin, qui lui était attribuée, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, le Vatican, combien de divisions? Et ça, c'était sa réponse à un collaborateur qui lui demandait de tenir peut-être un peu plus compte de la position du Saint-Siège. Alors, un diplomate, aujourd'hui, un diplomate américain ou chinois, un diplomate français ou britannique, ou encore un diplomate belge ou portugais, ils partagent évidemment toutes les qualités dont vous avez parlé. Et tous, oui, ils vont négocier, ils vont représenter, ils vont informer. Mais pourtant, ce sera forcément de manière différente, tout simplement parce qu'ils le font en fonction, évidemment, des capacités militaires, économiques, financières, culturelles de leurs pays respectifs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel point, en fait, comme vous le faites dans le livre, à quel point ces différences de poids influent sur le travail des diplomates qui, a priori, font le même travail, mais pour des pays bien différents? Oui, je dirais ceci. Pour les grandes puissances, vous savez, je me réfère à Machiavel. Machiavel qui avait dit il vaut mieux être craint plutôt qu'aimé, même s'il ajoutait n'exagérez pas avec la peur que vous inspirez. Il y a dans les grandes puissances trois notions qui sont importantes à souligner rapidement. La première, c'est qu'elles pensent en termes de zone d'influence. Vous n'allez pas demander à un petit pays de penser en termes de zone d'influence. Vous voyez tout de suite que quand je parle de zone d'influence, c'est des États-Unis, c'est de la Russie, c'est de la Chine, etc. Deuxièmement, les grandes puissances ont tendance à fonctionner sur une logique binaire, c'est-à-dire du style c'est prendre ou à laisser. Et évidemment, quand on est dans une situation comme la relation États-Unis-Iran aujourd'hui vis-à-vis du JCPOA ou Russie-Ukraine, etc., ça ne rend pas le dialogue facile avec le diplomate américain ou russe, n'est-ce pas? Puisqu'il a quand même des lignes rouges très fortement marquées et il n'a pas une grande flexibilité. Ça, c'est le propre quand même des grandes puissances. Et enfin, je dois le dire, les grandes puissances, et donc quelque part ceux qui les représentent, cèdent parfois à l'oubris, si je peux utiliser cette notion de la mythologie grecque, c'est-à-dire un peu la démesure, n'est-ce pas? Quand les États-Unis mènent une guerre contre l'Irak en 2003, quand la Russie annexe la Crimée, bon, c'est une forme d'oubris et il est très difficile à ce moment-là d'avoir un langage, un dialogue diplomatique. Les petites puissances, dans laquelle j'inscris mon pays, ont une approche différente. C'est une approche, et quand SPAC est reçu par Kennedy, vous allez me dire, mais c'est le dialogue entre un géant et un nain. Non, pas du tout. Les petites puissances peuvent faire valoir leur grand professionnalisme dans la négociation. On reconnaît unanimement les capacités de compromis de la diplomatie belge, le rôle constructif
et le fait qu'elles n'ont pas d'agenda personnel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à part la construction européenne ou les relations transatlantiques, la diplomatie belge est au service du multilatéralisme, pour dire les choses rapidement. Et quand on voit, je le disais tout à l'heure, la contribution des diplomates nordiques à la négociation d'un accord de paix israélo-palestinien, ou encore dans le cas de la Norvège avec le Sri Lanka, on voit qu'on a développé dans les petites puissances un savoir-faire de la négociation qui peut être hautement apprécié par les grandes puissances, qui justement, elles, entre guillemets, ne se permettent pas ce savoir-faire. Voilà ce que je peux dire très rapidement et je pourrais développer tout à l'heure. Voilà, c'est mieux avec le micro. Merci, merci pour cette réponse. J'en arrive en fait maintenant à ma dernière question, et puis après, comme je le disais au début, on passera aux questions du public. Mais c'est assez logique que je termine mes questions comme le livre en fait se termine, c'est-à-dire en parlant un petit peu de l'avenir. Alors, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que notre monde change et que ce changement, en fait, s'est accéléré très clairement au cours de ces dernières décennies, à un point tel d'ailleurs que ça donne parfois le vertige, euh, d'autant plus que cette accélération ne semble pas s'essouffler et ça angoisse probablement beaucoup de gens. Et ça a évidemment aussi des répercussions pour les diplomates, parce que qui dit changement dit des repères qui changent et qui voire même tombent, qui voire même disparaissent. C'est l'apparition de nouveaux défis. Je ne vais pas les énumérer ici, vous les connaissez tous. Euh, en, Selon vous, monsieur l'ambassadeur, face à de telles perspectives euh, et dans un environnement comme celui-là, pourriez-vous nous dire pourquoi, à votre avis, la diplomatie reste plus nécessaire que jamais? Merci beaucoup. Eh bien, en conclusion, je voudrais dire que le travail diplomatique repose sur deux valeurs essentielles. La première consiste à faire prévaloir la justice sur la force, car la force mène à l'anarchie. Le diplomate, c'est donc celui qui négocie, je l'ai expliqué longuement. La diplomatie, au fond, c'est l'art de la patience. Pensons à Kissinger et le Ducto, pensons à Matti Ahtisaari qui a négocié la transition vers l'indépendance de la Namibie. L'autre valeur essentielle, c'est la diversité. Même si on peut s'accorder sur des idéaux communs en matière de fonctionnement des États et de respect du droit des individus, il faut prendre en compte la diversité des modèles et qui reflètent des contraintes spécifiques, une histoire différente. Seul le diplomate a les antennes requises pour comprendre cette diversité et l'expliquer à ses autorités. La perception du temps et de l'espace, elle n'est pas la même chez tous les peuples. Et du fait de l'influence de l'histoire et de la géographie sur la politique étrangère. Donc, le diplomate, c'est celui qui est le mieux à même de pouvoir utiliser ces différences entre les nations pour enrichir les relations entre les États. Alors, permettez-moi de conclure en disant qu'il y a un élément cardinal dans la diplomatie d'aujourd'hui et de demain, et qui est sans doute dans celle que l'on pratiquera au troisième millénaire. C'est la fascination de l'autre. L'autre imprègne le métier du diplomate. Pour mieux connaître cet autre, il faut en étudier la culture, la langue parfois, le fréquenter, dialoguer avec lui. La relation avec l'autre peut devenir elle-même un élément de la vie internationale. C'est ce qui se produit lorsqu'on a une organisation internationale. En elle, moi et les autres, nous formons en quelque sorte un nous, et c'est ça la définition du multilatéralisme. L'autre, sous quelque forme qu'il se présente, il est bien au cœur de la diplomatie, au cœur de la vie internationale. Que ce soit à Varsovie, à Abidjan ou à Tokyo, le diplomate est celui qui a le souci de l'autre et qui fait le premier pas vers lui. Le monde, à mon avis, n'en deviendra que plus humain. Je vous remercie.
Merci, merci, monsieur l'ambassadeur. Euh, Ici s'achève, je dirais, la partie euh, des questions officielles, si j'ose m'exprimer comme cela. Et si vous voulez, le voulez bien, je vais maintenant me tourner vers les questions du public. Mais voilà, les questions, elles sont là. Euh, il y en a quelques-unes qui nous sont arrivées. Alors, je crois que le temps nous manquera pour y répondre, à moins que vous soyez extrêmement bref dans les réponses. Tiens, je vois ici une question qui manifestement est à la fois inspirée de l'histoire et de l'actualité très récente. Je vous lis, il n'y a pas de nom, c'est un spectateur anonyme qui nous envoie cette question. En refusant en 1677 à l'ambassadeur du roi de France de s'asseoir sur un sofa exactement au même niveau que lui et en le reléguant sur un tabouret en bas de l'estrade, le grand vizir ottoman entendit témoigner que la France n'occupait plus la place privilégiée qu'elle avait acquise sous François Ier. Quelle est la place du protocole dans la diplomatie au XXIe siècle? On prend question par question, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est le mieux parce que je vois qu'ici elles sont très de nature très différente et portent sur des aspects très différents. Très bien. Un grand chef du protocole belge, M. de Bassompierre, définissait le protocole comme étant l'art de mettre les gens à leur place. Je trouve que c'est une bonne définition. Le protocole est quelque chose de délicat qui obéit à des règles précises et qui est ancien. Si vous en souvenez, dans mon exposé, je vous expliquais que la remise des lettres de créance, par exemple, obéit à un protocole très minutieux. Et l'on sait, par exemple, que c'est en fonction de la date d'arrivée dans le poste diplomatique que l'on euh, établit le calendrier de remise des lettres de créance. Donc le protocole, c'est quelque chose qui doit être bien compris de toutes les parties impliquées. Et s'il y a des frictions, elles doivent être évitées avant, évidemment, de préférence, que l'incident ne survienne. Je crois assez bien à quoi fait allusion le téléspectateur. Et manifestement, les services du protocole concernés Ouais. n'avaient sans doute pas ne s'étaient sans doute pas concertés suffisamment. Et on voit combien le simple fait d'être assis à un endroit plutôt qu'à un autre, on est dans l'ordre du symbolique, n'est-ce pas? Mais combien ces choses peuvent être importantes. Et je ne suis pas moi-même un spécialiste du protocole, d'autres collègues le sont, mais je reconnais qu'il y a là un espèce de... c'est une huile que l'on met dans les engrenages pour qu'ils tournent mieux, au fond. Voilà. Oui, je crois que je n'aurais pas pu répondre mieux à cette question. J'aime bien l'image de l'huile dans les rouages, dans les engrenages. Euh, je prends ensuite une question. Je descends en fait tout en bas de la liste parce que je me rends compte que tout compte fait, il y a quand même quelques questions sur l'Union européenne et la diplomatie européenne. Mais donc, je vais en prendre tout de suite une question qui n'a pas à voir directement avec la diplomatie européenne. C'est Andrea Alfonso qui nous écrit: Je suis diplomate colombienne à Bruxelles et je voudrais savoir si vous pensez que la diplomatie du numérique peut englober le soft power, la diplomatie publique et la diplomatie d'influence. C'est une bonne question. Il ne faut pas exagérer l'importance de la diplomatie numérique. Il est vrai qu'aujourd'hui, les diplomates doivent être présents sur les réseaux d'influence, comme on dit, les réseaux sociaux. Et nous autres diplomates belges, nous avons un apprentissage en la matière de plus en plus sophistiqué. Certains sont même encore plus en avance que nous, nos collègues nordiques.
Cette diplomatie est importante parce qu'aujourd'hui, la diplomatie, c'était un des messages de mon exposé, est sortie des salons feutrés et elle s'adresse à un public beaucoup plus large. L'opinion n'est pas seulement celle qui est élaborée par un gouvernement ou un parlement, il faut aussi parler au monde universitaire, au monde économique, etc. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent y aider, mais enfin, la dimension humaine du travail diplomatique ne doit pas être oblitérée, car enfin, ce serait inconcevable de réduire la diplomatie à des échanges sur Internet. Voilà tout ce que je peux dire. Merci, merci beaucoup. Je vais, les questions suivantes, les deux questions suivantes, je vais les poser en fait coup sur coup parce qu'elles portent vraiment sur l'Union européenne. Alexandre Braconnier nous demande, nous écrit, pour le diplomate belge, comment gérer le poids grandissant de la diplomatie de l'Union européenne vers les autres blocs et le poids relatif de la Belgique, plus modeste, que par le passé. Et ensuite, nous avons Elena Pérez Velasco, qui est une étudiante à l'Université de Namur, qui nous demande si nous prenons en compte les actions diplomatiques de l'Union européenne, l'UE devrait-elle adopter une approche plus dure dans les négociations et dans sa position dans le système international. Donc là, nous avons clairement affaire à des questions relatives à l'Union européenne. Merci. Oui. La diplomatie européenne, it's a process in the making, n'est-ce pas? J'ai maintenant cette liberté de parole qui me permet de dire très ouvertement mais je crois que le haut représentant Borrell est de mon avis que c'est une diplomatie qui est encore en train de se chercher. Alors, très concrètement sur le terrain, pour avoir bien connu le mode de fonctionnement des ambassades, délégations de l'Union européenne hors de l'Europe, je peux vous dire qu'elles ne concurrencent pas le travail diplomatique bilatéral. Certes, quand il est possible, et ce n'est pas toujours le cas, l'ambassadeur de l'Union européenne fera une démarche au nom des partenaires, mais ces ambassades de l'Union européenne, jusqu'à présent, sont surtout des diffuseurs d'informations. Elles servent à une forme de coordination, mais dès qu'il s'agit de la défense des intérêts économiques d'un pays de l'Union européenne, dès qu'il s'agit du soft power, justement, eh bien, c'était encore et toujours la diplomatie de l'État-nation, la diplomatie bilatérale qui prévaut, et je ne pense pas que cela va changer dans l'avenir à proche et moyen terme, et je ne pense pas notamment que les grandes puissances de l'Union européenne le permettront. Quant à l'action diplomatique de l'Union européenne, évidemment, moi aussi, je souhaite une Union européenne qui s'affirme davantage, notamment en tant qu'ancien directeur Moyen-Orient, Afrique du Nord. Je déplore un peu que nous n'ayons pas joué un rôle plus dynamique dans le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Nous avons des divisions internes qui nous y empêchent. Dès lors, ne parlons pas de la Syrie, où l'Union européenne est quand même très en retrait. Donc l'action diplomatique de l'Union européenne dépend beaucoup de la volonté des États membres de la doter des pouvoirs requis pour mener cette action diplomatique. Et là aussi, je dois bien constater qu'on évolue lentement. Voilà. Merci. Je vois maintenant une question qui me semble intéressante parce qu'elle aborde un point qu'on a en fait à peine touché pendant le webinaire, mais qui a, à mes yeux, je crois, effectivement, et clairement aux yeux de Claire Debève, qui nous pose la question, qui a son importance. Je vous lis. Vous le disiez très justement, le rôle du ou de la diplomate est de pouvoir dialoguer avec les parties prenantes du champ social, politique et économique d'un État pour rendre compte d'une réalité complexe.
Alors, comment, en tant qu'ambassadeur, avez-vous envisagé vos relations avec les sociétés civiles internationales ou locales, les ONG, et quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ces acteurs et quelles peuvent être les leurs vis-à-vis des réseaux diplomatiques? Oui, vous savez, c'est une bonne question parce que il a fallu quand même un certain temps avant que les diplomaties classiques se mettent au diapason de la société civile, qui n'était pas notre interlocuteur premier. Alors, cette société civile, nous la rencontrons sur les réseaux sociaux, mais elle vient aussi à nous pour exprimer une sensibilité particulière sur tel ou tel aspect de notre pays. Et donc, il est important d'aller à son écoute. Notamment, cela se fait via des conférences auxquelles les diplomates sont invités et où ils sont amenés à exprimer le point de vue de leur pays, mais ouvertement et en acceptant le débat. Vous savez, parler avec la société civile, tous les diplomates dans le monde ne le feront pas parce que malheureusement, il y a encore un certain nombre de pays où le diplomate est restreint dans sa communication et où finalement, très vite, il utilise la langue de bois. Le diplomate belge, heureusement, n'est pas soumis à cette contrainte-là, mais quand même, il doit être prudent. Donc ce dialogue, il se fait. Ce n'est pas pour autant que, si vous voulez, que nous dialoguons d'égal à égal. Ce qu'on appelle la société civile et qui peut représenter des ONG, parfois avec très peu d'audience, ce sont des interlocuteurs parmi d'autres. Nous ne leur donnons pas une importance tellement différente. C'est donc un apprentissage. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je suis conscient que la société civile dans les pays démocratiques va peser de plus en plus dans le travail diplomatique. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que d'ailleurs, ce sera peut-être l'avant-dernière réponse parce que je viens de jeter un œil à l'horloge. Il nous reste 5 ou 6 minutes. Et je vois ici une question de quelqu'un qui ne dit pas son nom, mais qui manifestement doit vous connaître ou, à défaut de vous connaître, a dû lire votre CV, puisque, en fait, il vous demande, voilà, vous avez commencé votre carrière dans les années 80, elle s'est achevée il y a peu. Euh, quelles, quelles sont les évolutions, voilà, quelles sont les évolutions les plus marquantes que vous avez observées au cours de ces 35 ans dans le quotidien, dans votre quotidien de diplomate? Oui, merci pour cette question. J'appartiens effectivement à ces diplomates qui ont commencé leur carrière avant l'Internet. Ça paraît remonter à l'âge préhistorique, mais bien, c'était une autre manière de fonctionner, effectivement, où l'on prenait le temps, justement, parce qu'on était peut-être moins directement sollicité de réagir vite sur des situations spécifiques. Je ne nie pas l'importance de l'Internet, mais vous savez, j'ai connu l'époque où, jeune délégué au Conseil de sécurité en 91-92, je devais retourner tard dans la nuit à la représentation permanente de la Belgique à l'ONU pour rédiger des télégrammes qui parvenaient ensuite dans la journée à Bruxelles. Et puis à Bruxelles, il fallait encore tout un temps pour nous donner des instructions. Tout ça, évidemment, a beaucoup changé. Donc, sur la pratique diplomatique, je pense pouvoir dire qu'on est dans la rapidité, et parfois peut-être un peu trop. On est aussi dans la réactivité de plus en plus importante. Ce qui, en revanche, n'a pas changé, et heureusement, c'est le temps que l'on nous accorde,
que l'on nous concède pour construire des relations. Vous savez, que l'on soit à l'âge de l'Internet ou pas, développer une relation avec un décideur économique ou politique, ça prend du temps. L'apprentissage des langues, et entre parenthèses, je souligne combien cet élément est important pour la diplomatie belge. Tous les diplomates belges sont quadrilingues, c'est un atout dont nous disposons et qui existait déjà dans les années 80, qui existe ou qui a été rétabli en tout cas aujourd'hui et qui est important. Donc, voyez-vous, c'est vrai, la rapidité qui a changé, mais pour le reste, les balises sont à peu près les mêmes. Et en 1985, lorsque j'ai débuté ma carrière, la chaîne de commandement, comme on dit, était brève, c'est-à-dire que je pouvais écrire un télégramme qui allait atterrir sur le bureau du chef de cabinet du ministre, moi jeune attaché à Islamabad. Cette chaîne de commandement, elle reste aujourd'hui encore courte, c'est notre avantage de petite puissance, parce que dès lors, la réactivité, c'est-à-dire la réaction de nos autorités se fait également très rapidement et ce n'est pas sans apporter de nombreuses satisfactions. Vous avez le sentiment que vous êtes entendu et que vos autorités réagissent rapidement à vos informations si elles ont de l'importance. Voilà ce que je pourrais dire. Je pourrais encore développer, mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Question très brève. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous vous sentez d'aplomb pour répondre en 3 minutes à une dernière question? Oui, oui. Très bien. Elle nous vient de monsieur Philippe Nicolas. En fait, oui, c'est plus un commentaire qu'une question. Monsieur Philippe Nicolas nous écrit, et on revient à l'Union européenne, donc, tant que l'Union européenne ne restera un traité international, pardon, sans le poids d'une réelle confédération avec une constitution et un gouvernement propre, ne doit-on pas craindre en effet que la diplomatie européenne ne reste, comme vous avez dit, qu'informative, sans grand poids sur la scène internationale? Est-ce que c'est pas là quelque chose qui guette l'Union européenne? Écoutez, oui, sans doute, mais en tout cas, je voudrais quand même faire entendre la voix de la diplomatie belge à ce sujet. Déjà, dans les années 90, lorsque nous n'avions pas nous n'avions pas le service européen d'action extérieure, etc., la Belgique, qui siégeait au Conseil de sécurité, 91-92, a plaidé pour qu'il y ait une coordination européenne avant chaque réunion du Conseil de sécurité. Alors, je ne vous dis pas combien cela a pu être un moment difficile de convaincre nos amis français et britanniques qui n'étaient pas habitués à cela, et c'est tout à fait compréhensible. Et on est de nouveau dans le schéma grande puissance versus petite puissance. Mais nous y sommes arrivés. Nous avions un très grand ambassadeur du nom de Paul Notre-Dame et un très grand numéro 2 que tout le monde connaît, qui est Frans van Gaal. Et donc, nous y avons cru, nous y croyons toujours. Je pense que mes collègues au Conseil de sécurité dans les années précédentes, l'année dernière, ont continué à œuvrer pour que justement la voix européenne puisse être à tout le moins entendue. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de siège européen au Conseil de sécurité avant longtemps. Mais il faut donc, voyez-vous, c'est un peu par des petites pierres comme celle-là que l'on fait avancer la diplomatie européenne. Et en tout cas, on peut compter sur la Belgique, le plus fidèle allié, je crois, de le dire sans me tromper, du service européen extérieur pour que celui-ci monte en puissance. Et ma foi, et vous me permettrez de conclure avec cela, qu'à 2 reprises, le Conseil européen ait élu un Belge à sa tête, Herman Van Rompuy et Charles Michel, je crois, illustre bien l'engagement de notre pays pour la politique étrangère de l'Union européenne. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que vos 2 derniers mots sont
Union européenne, aujourd'hui à la clôture de ce webinaire. Euh, Merci vraiment beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci non seulement pour l'heure et demie que vous venez de passer avec nous, mais également pour ce livre, La diplomatie d'hier à demain, donc chez Mardaga, que vous venez de rédiger. Et bien entendu, mesdames et messieurs, je m'adresse maintenant à vous directement. Merci d'avoir été avec l'ambassadeur Raoul Delcorde et l'Institut Egmont pendant cette heure et demie. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que par ailleurs, tout cela vous a mis l'eau à la bouche pour gratter un peu plus les questions de diplomatie. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.